Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, la France métropolitaine connaît un nouveau cas de variant, un premier cas du nouveau variant Omicron. Un cas confirmé chez un homme résidant en Seine-et-Marne, près de Paris. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, comme l'Allemagne d'ailleurs, ou encore la Norvège, ont rejoint les pays de plus en plus nombreux ayant confirmé au moins un nouveau cas de ce nouveau variant. L'Allemagne va imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés avant d'envisager l'obligation vaccinale. On retrouvera à Berlin, Anne Maillet. Politique française avec cette double surprise au premier tour du Congrès LR. Éric Ciotti s'est qualifié pour le second tour et il affrontera Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé comme Michel Barnier. On en parle avec Roselyne Fèvre. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Stéphanie. En fait, la WTA, l'Association mondiale du tennis professionnel féminin, suspend ses tournois en Chine. L'association est inquiète pour la sécurité de la joueuse chinoise Peng Shuai, ancienne numéro 1 mondiale, qui a accusé d'agression sexuelle l'ancien vice-premier ministre chinois. On en parlera à 18h15, notre fait du jour avec Pierre-Antoine Donnet, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Le variant Omicron se répand dans le monde. Hier, les États-Unis ont signalé un premier malade, tout comme la Corée du Sud. La Norvège a introduit de nouvelles restrictions sanitaires à Oslo après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron. Une obligation vaccinale fait consensus en Allemagne, qui a décidé d'imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés. On retrouve tout de suite Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Bonsoir Anne. L'Allemagne devrait imposer une obligation vaccinale. Oui, une obligation vaccinale pour tous, donc qui pourrait entrer en vigueur dès février 2022. C'est en tout cas ce que souhaite le futur gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, qui doit prendre ses fonctions la semaine prochaine. Vous savez, cette quatrième vague de Covid en Allemagne touche majoritairement les non-vaccinés qui restent nombreux dans le pays. Seuls 68,7% de la population est doublement vaccinée, 80% des adultes donc. Et les non-vaccinés qui sont susceptibles de faire des formes plus graves de Covid sont actuellement surreprésentés dans les unités de soins intensifs. Certains hôpitaux dans le sud et dans l'est du pays arrivent d'ailleurs à saturation. Quelques 80 malades ont déjà dû être transférés vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Alors évidemment, cette obligation vaccinale contre le Covid devra encore faire l'objet de débats au Parlement à Berlin, mais la plupart des formations politiques y sont désormais favorables en Allemagne et les sondages effectués ces derniers jours auprès des Allemands montrent qu'environ 2/3 de la population soutient également une vaccination obligatoire contre le Covid. Anne, en attendant cette obligation, les restrictions concernent essentiellement les non-vaccinés. Oui, les mesures qui ont été annoncées et qui vont entrer en vigueur ces prochains jours en Allemagne reviennent à un confinement en fait des non-vaccinés qui se voient désormais complètement exclus de la vie publique sur l'ensemble du territoire. Ils n'auront plus accès aux restaurants, aux salles de sport, aux marchés de Noël et à tous les commerces non essentiels. Des limitations de contact vont également entrer en vigueur. Et au-delà de ces mesures dont l'objectif est clairement de pousser tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner le plus vite possible, les autorités se sont également mis d'accord sur un retour à des jauges pour les grands événements sportifs, notamment comme les matchs de foot. Une fermeture des clubs et des discothèques sera également obligatoire dans les régions où l'incidence dépasse les 350 pour 100 000 habitants sur 7 jours, ce qui est déjà le cas dans la majorité des Länder. Et les régions auront également la possibilité de décréter des mesures encore plus strictes si la situation l'exige au niveau local. Merci à Anne Maillet en direct de Berlin. Et puis sachez qu'en France métropolitaine, il y a donc un premier cas du variant Omicron. Il a été confirmé chez un homme résidant en Seine-et-Marne, près de Paris. Il a été dépisté à son retour d'un voyage au Nigeria. Sa femme qui l'accompagnait a été testée positive au Covid-19. Un séquençage est donc en cours. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont rejoint les pays de plus en plus nombreux ayant confirmé au moins un cas du nouveau variant Omicron.
Une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue Antony Blinken a eu lieu en marge d'une réunion de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe près de Stockholm, en pleine tension, vous le savez, à la frontière ukrainienne. Moscou exige des garanties sécuritaires sur le long terme à ses frontières. Nous sommes préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine, a lancé Antony Blinken, à côté de Sergueï Lavrov. Un prochain échange au sommet s'est dessiné néanmoins peut-être entre Poutine et Biden pour éviter un retour au scénario cauchemar de la confrontation militaire entre les deux puissances. On écoute Sergueï Lavrov. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Depuis 7 ans, l'Ukraine est en conflit avec des séparatistes pro-russes dans l'est de son territoire. Ce conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. Retour sur les différents événements qui ont cristallisé les tensions entre l'Occident et la Russie dans cette région avec Julien Cheïda. Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, le théâtre de plusieurs révolutions en faveur de la démocratie. En novembre 2013, des milliers de manifestants se dressent contre Viktor Yanukovych. Le président ukrainien pro-russe refuse de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Rapidement, le centre de Kiev devient une zone de guérilla urbaine. Face à la contestation, le chef de l'État quitte le pays en catimini. Dans le sud, des mouvements séparatistes pro-russes prennent le contrôle de bâtiments gouvernementaux en Crimée, une région à majorité russophone. Quelques mois plus tard, lors d'un référendum non reconnu par la communauté internationale, ses habitants votent pour le rattachement de la péninsule à la Russie. Sébastopol et la Crimée sont de retour en Russie. Vous, les vétérans, nous avez transmis les valeurs fondamentales de l'unité. Un mois plus tard, les séparatistes, avec l'appui des militaires russes, prennent le contrôle de la région du Donbass. Kiev lance sans succès une opération militaire pour reprendre les zones rebelles. D'après les observateurs, la Russie veut à tout prix conserver l'Ukraine dans sa zone d'influence en raison de leurs liens historiques, même si une partie du pays lui tourne aujourd'hui le dos. Vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Et je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Le Donbass est depuis ce jour le théâtre d'un conflit meurtrier. Malgré plusieurs accords de cessez-le-feu, le bruit des armes n'a jamais vraiment cessé. Plus de 13 000 personnes ont perdu la vie. Depuis, les relations entre l'Occident et Moscou n'ont fait que s'aggraver. En dépit des condamnations internationales, la Russie continue d'utiliser le conflit comme moyen de pression diplomatique. En avril dernier, plus de 100 000 militaires russes s'étaient regroupés à la frontière à l'est de l'Ukraine. Un simple exercice militaire d'après Moscou. L'Europe et les États-Unis avaient quant à eux dénoncé une énième provocation de la Russie. Politique française avec cette double surprise au premier tour du congrès LR. Éric Ciotti s'est qualifié pour le second tour. Il va affronter Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé, comme Michel Barnier. Vous voyez les résultats s'afficher. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, tenant donc d'une ligne droitière, a recueilli, vous le voyez, 25,59% des voix. Il devance de peu la présidente de l'Île-de-France qui a totalisé 25% des suffrages sur une ligne plus compétence et ordre. On en parle tout de suite avec Roselyne Febvre. Bonsoir Roselyne. Bonsoir, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une claque pour Xavier Bertrand. Eh oui, parce qu'il se voyait, comme dit la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est vrai qu'il était le 3e ou 4e personnage, ça dépendait, en tout cas depuis des mois avant que l'émergence d'Éric Zemmour, il était le 3e homme dans les sondages. Et finalement, il a commencé à descendre. En fait, tout s'est joué entre Marine Le Pen et Zemmour. Et puis lui, il faisait figure un peu de 4e. Et là, c'est effectivement la claque, parce que tout le monde imaginait que c'était... En
ancré dans les esprits en quelque sorte. Mais c'était sans compter, sans l'appareil politique. C'est ça, c'était pas le choix des militants. Ce qu'on appelle aussi les combinations, parce que vous avez des fédérations qui sont tenues par des personnalités où il y a beaucoup d'adhérents, type Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, qui il soutient Éric Ciotti, qui est donc partisan, vous l'avez dit, d'une droite dure, d'une droite, on peut dire, un peu zémourienne sans les excès, c'est-à-dire référendum pour que la France retrouve sa souveraineté, référendum sur l'immigration, pour stopper l'immigration de masse, rétablir le droit du sang. Vous voyez, donc quand même des sujets un peu de droite forte. Donc c'est lui qui, en tout cas, est en tête, ce qui montre que eh bien, l'électorat, en tout cas, le noyau des adhérents LR, a une forme, en tout cas, veut de la radicalité. C'est le message. Il y a Valérie Pécresse qui est arrivée en deuxième position. Et ça va vraiment se jouer. Mais on a bien vu que Barnier... Déjà, Barnier, Juvin et Bertrand soutiennent en tout cas Valérie Pécresse. Donc, a priori, c'est plutôt elle qui a de fortes chances de passer. Oui, mais est-ce que, encore une fois, les adhérents vont écouter les perdants en disant hey, les amis, vous allez voter un tel? Parce que non, en fait, ils feront ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pas certain, en tout cas, qu'elle l'emporte. Il faut se méfier. Je dirais, méfions-nous. Et puis, mais face en tout à cas, Macron, Valérie dans les Pécresse sondages, Pécresse ou Ciotti face à Macron, le meilleur adversaire, celui qui a plus de chance? Ah bah, c'est clairement Valérie Pécresse. Parce que d'abord, elle a remporté beaucoup de succès dans sa région. Elle a bien géré sa région. C'est une femme. Elle a été ministre sous Chirac. Donc voilà, c'est quelqu'un, on va dire, une professionnelle de la politique qui a travaillé ces sujets et qui a montré qu'elle était, en tout cas, qu'elle avait les épaules solides, en tout cas. Donc le vote efficace, pour eux, ça serait plutôt Pécresse. Évidemment. Au sein de LR. Merci beaucoup, Roselyne. Merci. Le pape François est arrivé à Chypre pour une visite essentiellement consacrée au dialogue interreligieux et à la question des migrants. Le pape se rendra ensuite en Grèce le 4 décembre prochain. Il doit rencontrer le président chypriote grec Nikos Anastasiadis et des représentants de l'église maronite. Vendredi, il va célébrer une messe dans un stade à ciel ouvert. Puis il tiendra une prière œcuménique avec des migrants dans une église catholique de Nicosie. Des paléontologues chiliens ont présenté les résultats de leurs recherches sur un nouveau type de dinosaure dont le squelette a été découvert presque intact il y a 3 ans en Patagonie. L'équipe pensait avoir affaire à un type d'animal déjà connu jusqu'à ce qu'apparaissent les ossements de sa queue. Les paléontologues ont découvert que 80% du squelette du dinosaure et ils estiment que l'animal avait vécu dans la région il y a plus de 71 millions d'années. Il mesurait environ 2 mètres de long, pesait 150 kilos et il était herbivore.